avant de vous parler de l'expérimentation de Gennevilliers, ce qui s'est passé donc, dans une classe maternelle d'une école publique en ZEP, je voudrais vous raconter pourquoi j'ai fait tout ça, d'où c'est parti, cette affaire de Gennevilliers. C'était... en fait, c'est parti d'une indignation, on va dire ça comme ça. J'ai entendu parler d'un fameux chiffre dont vous avez certainement vous aussi entendu parler, qui est ce chiffre des fameux 40% d'enfants qui sortent chaque année du CM2 avec des difficultés qui sont tellement importantes qu'ils n'auront pas une scolarité normale au collège. 40% chaque année, donc ça fait 300 000 enfants qui sont un peu sacrifiés. Et on ne parle même pas des 60% d'autres enfants qui peut-être réussissent à l'école, mais est-ce que vraiment ce sont des enfants épanouis, heureux, tous? Pour moi, c'était l'indicateur, le signal qu'on avait fait totalement fausse route. Pour moi, avec ce chiffre-là, on aurait juste dû se dire, très bien, on s'est trompé, l'école ne fonctionne pas, il faut revoir le modèle. Donc, c'était un peu mon point de départ, et j'étais intéressée par les neurosciences, et donc je me suis dit, il y a quand même des choses que nous indiquent les neurosciences, qui sont que l'être humain est un être d'apprentissage, c'est-à-dire qu'il ne peut pas faire autrement que d'apprendre. Hein, si on voulait l'empêcher d'apprendre, bah, c'est ce qu'arrive à faire l'école finalement, mais empêcher d'apprendre un être humain, c'est pas naturel. On est câblé pour apprendre constamment comme on respire. Et c'est très important parce qu'à l'école, on a ce chiffre qui montre que les enfants n'arrivent pas à apprendre. Et on a d'autres, on n'a pas vraiment de chiffres, mais en tout cas, on a des études qui indiquent qu'à l'école, les enfants ne sont pas heureux, la violence s'accroît. C'est quand même étonnant, alors qu'on est, je le dis, câblé pour aimer l'autre, pour vivre avec l'autre de façon positive. Et donc voilà, c'est parti de ce constat-là, cette contradiction qui, moi, m'a profondément indignée. Je me suis dit, mais comment ça se fait que personne se lève? Personne dit stop, on s'est trompé, on arrête, on revoit la copie, on fait une école pilote, on fait un centre de recherche, on réfléchit un peu à ça, parce qu'aujourd'hui, on a les outils scientifiques et pour repenser l'école et pour mesurer les applications pédagogiques qui découleraient de la connaissance de la vie humaine, quoi. Ça penser l'application pratique et la valider scientifiquement. Mais comment ça se fait que personne ne le fait? Bon, bah, je ne me sentais pas du tout le niveau pour faire ça, j'étais pas du tout formée pour faire ça, mais comme personne ne le faisait, je me suis dit, bah, je vais essayer. Donc j'ai passé le concours de l'éducation nationale, je le dis souvent, c'est important, non pas pour enseigner, non pas pour être enseignante, mais c'était vraiment pour infiltrer la machine, pour avoir le passeport qui me permette ensuite d'avoir une classe, d'avoir ce lieu qui soit ensuite, qui me permette d'avoir si les résultats étaient à la hauteur de ce que j'espérais, il ne fallait pas qu'on puisse les contester. Donc il fallait que ce soit au sein du système, il fallait que ce soit en ZEP, sans autre condition que d'autres classes, hormis celle de me laisser une carte blanche pédagogique et de faire ce que je veux, ce qui me semble le plus important pour les enfants, quoi. Donc c'est comme ça que cette expérimentation a commencé. Je suis rentrée en 2009 à l'Éducation nationale. Et en 2011, la classe s'ouvrait à Gennevilliers. Et on a eu, dès 6 mois, des résultats extraordinaires. Vraiment, on pourrait même dire spectaculaires. Même moi, j'ai été la première étonnée, en fait, de ce qu'on y a observé, tant sur le plan cognitif que sur le plan non cognitif, c'est-à-dire sur le plan des compétences sociales, de la morale, de l'empathie, de la générosité. Ça a été assez extraordinaire parce qu'en fait, ça a été massif. Ça a été tout le monde. Ce qui prouve bien qu'en fait, c'était pas que les enfants, on avait des enfants à haut potentiel, où il y avait des exceptions sur le plan cognitif pour certains enfants, ou que moi, j'étais une enseignante extraordinaire. Non, les résultats étaient tellement spectaculaires et massifs que ça ne pouvait pas venir ni de moi ni de eux. C'est qu'on avait d'un seul coup retiré ce qui entravait et soutenu ce qui fonctionnait. Et donc c'est pour ça que les résultats ont été si impressionnants. Par exemple, on a eu, je vais parler des résultats que tout le monde peut comprendre facilement. Pour ces enfants-là qui étaient donc en ZEP, avaient un retard de vocabulaire très élevé.
On les a testés dès l'entrée dans la classe en novembre 2011. On les a testés sur des dimensions cognitives qui sont très connues par la recherche cognitive, qui sont des dimensions prédictives de la réussite scolaire et sociale. C'est-à-dire que donc il y a la mémoire de travail. Quand on n'a pas assez de mémoire, quand on a une mémoire faible de travail, c'est compliqué dans la vie pour réussir, tant sur le plan professionnel que sur le plan personnel. Ensuite, il y a le vocabulaire. Ça, c'est important parce qu'on sait très bien, c'est ce que disent les études en tout cas, internationales, qu'un enfant qui a peu de vocabulaire et une mémoire de travail faible, même à 3 ans, il ne le rattrape pas dans le système scolaire. Et a priori, on sait qu'il sera en difficulté en on sait qu'il sera en difficulté au CP. Et on sait qu'un enfant qui est en difficulté au CP, c'est un enfant qui, a priori, sera en difficulté en 6e s'il y arrive. Et on sait qu'un enfant qui est en difficulté en 6e, a priori, n'a pas son bac. Eh bien, 6 mois après, pour prendre juste la mémoire de travail, 6 mois plus tard, donc je crois que c'était en juin ou en mai-juin qu'on les a retestés, moi, les psychologues du CNRS m'avaient dit « faut pas s'attendre, vraiment pas s'attendre », parce que j'étais quand même enthousiaste. Je les voyais bien progresser. Ils m'ont dit « calmez-vous, faut pas s'attendre à ce qu'il y ait une amélioration. C'est-à-dire faut pas s'attendre à ce que les enfants aient diminué leur écart négatif à la norme. » En fait, les psychologues ont dû re-analyser 2 fois les données, tellement les résultats étaient surprenants. C'est-à-dire que 74% des enfants avaient réduit leur écart négatif à la norme. Et dans ces 74%-là, 30% d'enfants, 29 exactement, avaient non seulement rattrapé la norme, mais ils l'avaient dépassée en 6 mois. C'est bien ce que je vous disais tout à l'heure. Ça ne peut pas être qu'ils sont à haut potentiel. Ça ne peut pas être que l'adulte qui était auprès d'eux est extraordinaire. On ne peut pas faire ça. Aucun maître ne peut faire ça. C'est simplement les lois de la nature qui sont respectées et à ce moment-là qui peuvent œuvrer. C'est tout. Notre seul rôle, ça a été de permettre que la nature fasse son travail, en fait. Il y a des lois à respecter. Ces lois, quelles sont-elles? Après, j'ai l'impression de parler, je pourrais ne plus m'arrêter, donc je vais peut-être m'arrêter pour qu'on puisse échanger, mais c'est important de les dire, parce qu'en fait, c'est ça qui est extraordinaire et qui me passionne dans cette recherche avec les neurosciences, c'est ce qu'elles nous disent, ces lois qu'elles nous indiquent, ces grands rails pratiques pour éduquer, pour accompagner nos enfants, on les connaît. On les connaît dans nos cœurs, on n'a même pas besoin d'être parents. Alors c'est encore pire quand on est parent, on le sait, c'est une évidence, mais on les connaît. Ces grands rails, c'est quoi? C'est qu'en effet, de la naissance à 5 ans, l'être humain possède une intelligence plastique, extraordinaire. C'est-à-dire son cerveau va se câbler par rapport à ce qu'il y a dans son environnement. Ça veut dire qu'il faut qu'entre 0 et 5 ans, l'être humain soit dans un environnement riche de qualité. Parce que tout ce qu'il va percevoir dans son environnement va se câbler, va s'engrammer de façon parfaite. Mais ça veut dire, quand on dit de façon parfaite, il va engrammer tous les défauts de façon parfaite aussi. C'est comme une photo qui s'imprime à l'intérieur parfaite, sans aucun effort. On a ensuite, nous, cette intelligence plastique qui se poursuit, ça diminue fortement à l'adolescence, on l'a encore, mais ça nous demande de l'effort, de la répétition, de la rigueur. Alors que l'enfant, il lui suffit de vivre, juste d'être actif. Ça, c'est la première chose. On a un peu cette intuition-là quand même. On sait bien que les enfants, on a envie, dès le plus jeune âge, de les mettre dans les meilleurs environnements. On pense à ça quand on est parent quand même. Ensuite, l'enfant, comment il va apprendre? Pas en étant passif, en faisant ses propres expériences, en étant actif, engagé. Et puis, par ailleurs, en faisant des choses qu'il aime. Il faut qu'il puisse bénéficier d'un étayage, donc de l'étayage de l'autre. Donc l'apprentissage se fait avec l'autre, mais un étayage qui ne soit pas entravant, un étayage qui accompagne, qui soutienne et qui s'efface lorsque on peut s'effacer. On le fait, ça. Simplement, l'école, c'est pas paramétré là-dessus. Et c'est un étayage individuel, évidemment. Et puis cet étayage doit être évidemment fait dans l'amour, la bienveillance, les encouragements. Toute situation de stress ou d'isolement bloque l'apprentissage. Ça le bloque. La première chose qu'il faut dire avant tout ça,
c'est que quand même j'ai été poussée à coups de pied aux fesses de l'éducation nationale. Malgré tous ces résultats, peut-être à cause de tous ces résultats, je ne sais pas très bien, finalement ça ne m'intéresse pas. L'idée au départ, c'était de faire cette expérimentation dans le public, et allumant cette lumière, je me suis dit, ça va attirer quand même des décisionnaires qui vont me dire, oh ben on vous laisse plus de classes, et puis ça ferait boule de neige. Bon, finalement, ça s'est pas passé comme ça, on m'a plutôt mis dehors. C'est pas grave, finalement, c'était la meilleure chose qui pouvait m'arriver. Parce que j'ai gagné une liberté qui me permet aujourd'hui de restituer en toute liberté de parole et de temps tout ce qu'on a pu faire à Gennevilliers. Alors, comment ? Quand j'ai senti le vent tourner la dernière année, je sentais bien que ça allait me tomber au nez, qu'on allait me fermer la classe, reprendre tout le matériel. J'ai pris une caméra, une caméra professionnelle, et j'ai filmé pendant 1 an tout ce qu'on faisait avec les enfants. Tout. Tout de façon très pédagogique, non pas pour les enfants, mais pour les adultes. Et donc j'ai beaucoup de rush maintenant, de films, et que je suis aujourd'hui en train de monter par petites séquences de 2, 3, 4 minutes pour expliquer aux adultes, voilà ce qu'on a fait avec les enfants, pour leur montrer qu'il n'y a pas de magie, en expliquant bien étape par étape ce qui s'est passé, comment on a accompagné ces enfants-là. Donc c'est aujourd'hui le travail auquel je me dédie. Je crée un site internet, enfin il y a déjà un blog pour le moment, mais qui va se transformer en site internet, où tout le matériel intellectuel pédagogique sera à disposition gratuitement de tous les adultes en France et j'espère bientôt à l'étranger. C'est pas avec des formations à 10 000 € par mois qu'on va changer le monde. Donc ça, c'était la première chose. D'abord, il faut que cette matière qui peut potentiellement, avec une grande puissance, changer les choses, il faut qu'elle soit disponible pour tous de façon d'une belle qualité et de façon inspirante, quoi. Donc c'est ce que je me propose de faire, et c'est ce que je suis en train de faire depuis plusieurs mois, tout en reliant toujours ça aux neurosciences. La grosse partie de ce qu'il y aura sur le site, l'autre grosse partie, c'est on aura dégagé tous les grands principes, tous les grands mécanismes d'apprentissage et d'épanouissement que nous donnent les neurosciences aujourd'hui. C'est-à-dire, voilà, de façon très simple, très vulgarisée, mais très rigoureuse, ce qu'on ne peut pas ne pas savoir quand on vit près d'un enfant, qu'on soit enseignant, qu'on soit parent, grand-parent. Donc un contenu très accessible, mais qui nous rende notre pouvoir, qui nous permette, nous, au quotidien, de prendre les décisions par la connaissance. On sait pourquoi on dit oui à ça, on sait pourquoi on dit non à ça. Et dans ce cadre qui va se tracer, avec ces principes qui vont tracer les contours d'un cadre d'éducation physiologique, disons ça comme ça, il y a une proposition qui est celle de Maria Montessori pour le moment, qui répond à beaucoup de points au sein de ce cadre, mais il y a d'autres choses. Donc c'est une première partie du travail qu'il faut connaître, qu'il faut reprendre, cet héritage de Montessori, mais l'idée, c'est pas du tout de porter le drapeau de l'un ou de l'autre. On porte le drapeau de l'enfant.
par 3 égale 3299 et il ne reste 1. Un camion, un bateau, un hélicoptère, un hélicoptère, L'histoire que nous allons vous lire s'intitule Tous les bisous. Moi, je suis fort, très fort. J'ai dit à maman, Séraphine et Julie. C'est sa belle-mère qui la surnomma Cendrillon. C'est pas fini tout. Pourquoi? Je voudrais dormir, moi. C'est pas moi, papa. C'est lui. Comment ça, c'est lui? Vous êtes plusieurs? J'en ai assez. Bois ce sirop tout de suite. Alors, t'as vu? Il est terrible, mon papa. Les gros piliers fondateurs positifs, ça a été de laisser l'enfant faire ses propres expériences. Donc travailler, être actif avec ses mains, pouvoir participer à la vie quotidienne de la classe. Donc vraiment en étant dans la vie en fait. On a recréé un environnement vivant au sein duquel les enfants étaient dans un environnement, comment dire, social plus vivant, plus humain, où il y avait plusieurs niveaux d'âge. Les enfants n'étaient pas classés par série d'âge, comme on classerait des objets par année de fabrication. Là, on avait des enfants de 3, 4, 5, 6 ans qui étaient dans la même classe. Parce qu'on sait que l'être humain apprend comme ça, il apprend par modélisation. Quand on voit bien les enfants, on n'a jamais vu 30 enfants de 3 ans se balader dans la rue pour apprendre les uns des autres. Les enfants vont naturellement vers les grands cousins, les grands frères, et il y a une fascination pour les enfants qui sont un peu plus âgés qu'eux. C'est la nature qui les pousse à y aller, parce que l'être humain apprend par ce qui est un peu plus difficile que ce qu'il sait faire, mais pas trop, sinon c'est décourageant. C'est ce qu'on appelle la zone proximale de développement. Donc, des enfants qui sont dans un environnement où ils peuvent être actifs, ils peuvent choisir leurs activités et ils peuvent les répéter autant de temps qu'ils le souhaitent, tant que ça reste constructif et intelligent. En plus, dans un environnement social riche, dans le sens où il y a plusieurs niveaux d'âge, donc il y a possibilité de modéliser et d'aider des plus petits. Et on sait aujourd'hui, quand on aide un plus petit ou un être humain moins avancé que soi sur un point, ça consolide nos propres apprentissages. L'être humain est un être d'amour, est un être de reliance positive à l'autre. Et s'il y a un secret à donner, alors c'est celui-là. C'est qu'on a accompagné chaque enfant de façon individuelle dans une relation de confiance et d'amour. Ferme quand il le fallait, ça c'est clair, c'est vraiment important. Mais toujours avec une foi solide et sereine. On sait que tu vas y arriver, il n'y a pas de doute. Et on va être là, derrière toi. Pour tout ce dont tu auras besoin, on sera là. Et avec voilà, de la confiance et de l'amour, je ne peux pas le dire mieux. Ça, c'est les points positifs, c'est les piliers soutenants positifs. Et ensuite, eh bien, on a fait dans cet environnement ce qu'on a gommé et ce qu'on a empêché de naître et d'exister, c'était le stress. Toute situation de stress devait être gérée. Donc si c'est une situation de stress personnel, il fallait travailler avec les parents pour aider les enfants à se calmer, à ce que la maison ça s'apaise, etc.
le stress artificiel causé par la nourriture ou la télévision et les écrans, ça en fait partie. Et puis le stress parce que le manque de confiance en soi, parce que des relations difficiles avec les autres, tout ça, il fallait à nous, adultes, de le gommer, de le comprendre, d'en libérer l'enfant. Vous voyez, ce qui était le plus triste pour moi, le plus surprenant finalement dans ces 3 années, c'est d'observer que lorsqu'on a commencé en 2011, on avait des enfants de petite et de moyenne section. On n'avait pas les 3 niveaux. Et les enfants qui étaient en moyenne section, donc qui avaient 4 ans en septembre, novembre, enfin les premiers mois de l'expérimentation, avaient déjà fait 1 an d'école traditionnelle. Ils avaient déjà fait une petite section. Voire pour certains, ils avaient fait 2 ans parce qu'ils avaient fait une toute petite section. Eh bien, ces enfants-là, et particulièrement les bons éléments de ce groupe-là, étaient incapables d'être autonomes parce qu'ils étaient constamment accrochés au jugement de l'adulte, même positif. Ils cherchaient le « c'est bien ». Ils cherchaient l'appréciation positive. Ils ne comprenaient pas l'intérêt de faire quelque chose si moi, je ne regardais pas pour leur dire « c'est bien » ou « c'est mal ». Ils n'en voyaient pas l'intérêt. Et ça, c'était vraiment, je crois que c'est le mot, moi, ça m'a profondément attristée. Je me dis, ils ont 4 ans. Ils ont 4 ans et ils sont déjà déconnectés d'eux-mêmes. Et donc, ce qui m'a porté à faire très attention à justement ce retour d'information que cherche l'enfant, bien évidemment, quand il apprend quelque chose, il attend que le parent ou l'adulte en face dit « regarde-moi ». Il a besoin du regard de l'autre pour construire comme ça son intériorité. Et donc il faut quand même lui apporter une réponse de « oui, j'ai vu ». Mais comment faire pour que ce « j'ai vu » ne devienne pas « je valide » ou « je valide pas ». Et donc, moi, ce que j'ai trouvé, je ne dis pas que c'est la réponse, en tout cas ça a fonctionné à Gennevilliers, c'était de dire oh, « t'es content ?» ou de reformuler ce que l'enfant avait fait. « Ah, tu as fait ça, 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 est-ce que t'es content ?» Et puis de manifester juste de la joie, de le voir content. Moi, c'est comme ça que j'ai fait et ça a fonctionné. Après, je pense qu'il faut tout ce qu'on trouve avec ce qu'on est, notre façon de réagir. Vous qui avez déjà œuvré beaucoup pour que ça vive et que ça évolue, qu'est-ce que vous imaginez, enfin, qu'est-ce que vous pourriez conseiller, qu'est-ce que vous voyez comme piste pour faire en sorte que ce changement soit profond, touche plus large en fait, parce que c'est magnifique et plus je découvre ce que vous faites, enfin, ça fait longtemps que je suis, on a envie de voir ça à grande échelle, on a envie de participer à cet élan. Qu'est-ce qui pourrait concrètement être des étapes d'une... Je pense que la première étape, la première étape, et c'est ce à quoi je dédie tout mon temps, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe dans ma vie, c'est ce que je vais faire les prochains mois, c'est informer les gens. On ne changera rien tant qu'il n'y aura pas de connaissance avec un grand C, c'est-à-dire pas de dogmatisme. Il faut que les gens, quand je dis les gens, en fait, c'est que les adultes, il faut d'abord que les adultes transforment leurs réflexes avec les enfants. Et ils ne les transformeront pas s'ils ne comprennent pas pourquoi ils le font. De façon profonde, ancrée, durable. Et je pense en ça, et c'est pour ça, je vous dis que je vais passer énormément de temps et je vais y mettre toute mon intelligence et tout mon amour dans ces vidéos-là, parce que j'ai perdu le fil, du coup je pensais aux vidéos. Oui, par la connaissance. Oui, on est une génération pivot. On est une génération pivot. Nous, on va avoir à faire cet effort, non seulement de comprendre, mais de défaire. Et ça va nous demander un grand travail. Et c'est pas rien. C'est un chemin qui est loin de se terminer et auquel on va pas tous arriver au même endroit, au même temps, chacun à son rythme. Mais en tout cas, il faut il faut faire le premier pas sur ce chemin-là. Et donc, c'est par la connaissance, par le partage. Et il faut mettre sur la place publique, je veux dire, des choses aussi essentielles que ça. Je veux dire, l'être humain est un être d'amour où tout se bloque dans les situations de stress. Tout, même le système immunitaire, je crois que je le disais tout à l'heure,
tout. L'empathie bloque, le sens moral, éthique bloque, tout. Et qu'il y a des périodes auxquelles ça se construit et auxquelles c'est trop tard. Je ne cherche pas les liens avec l'institution, je ne les cherche plus du tout. Parce que maintenant, je suis convaincue, pour être passée par le haut, c'était quand même ma démarche, de dire on va les taper en haut directement, et si ça marche, après on va faire descendre. Et en fait, vraiment, pour l'avoir fait, c'est pas ce qui fonctionne, parce que de toute façon, les gouvernements changent sans arrêt, et franchement, j'ai pas vu beaucoup de gens convaincus et prêts à faire vraiment quelque chose par devoir citoyen. Parce que c'est ça dont il s'agit là. Et donc, je m'en remets plus à ces gens-là qui sont dans d'autres préoccupations. Je m'en remets à nous, en fait. À nous qui avons conscience qu'il faut faire quelque chose, qui avons des enfants, qui avons nous-mêmes été enfants et qui savons que ça ne fonctionne pas bien. Et pour que chacun de nous, au quotidien, auprès des enfants, commence à changer sa posture. Et je pense, c'est mon postulat, et partagé par beaucoup de gens qui sont là, qui écrivent des livres. Mais vous voyez, ce que je trouve intéressant dans tout ce foisonnement d'initiatives, c'est quand même d'avoir un dénominateur commun, clairement identifié, qui puisse dire ça c'est oui, ça c'est non. Parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup de liberté pédagogique, il se place plein de choses extraordinaires, on place l'enfant au centre, ça fait aussi beaucoup de ravages. Parce que la liberté pédagogique, quand il n'y a pas de choix éclairé par de la connaissance, ça peut être n'importe quoi. Donc oui, il y a plein de choses et c'est formidable. J'ai juste envie qu'on apporte un socle où on puisse dire, dans tout ce foisonnement, il y a des choses qui sont très pertinentes et d'autres qu'il faut faire attention, en tout cas valider. Toi ? Est-ce que c'est magique ou pas magique? C'est vraiment la question. Enfin, moi je l'ai ressenti comme ça en vous écoutant. Est-ce qu'il parle de magie ou est-ce que ça... Mais la magie, si je peux répondre, ça va paraître très christique comme réponse, mais c'était l'amour que j'y mettais en fait. Et je l'ai dit tout à l'heure, je ne peux pas le dire autrement. J'avais une croyance et une foi totale en ces enfants. Et plus loin que ces enfants-là, parce qu'à travers eux, moi je voyais pas 27 enfants, je voyais le potentiel humain. Et donc, la magie, c'est peut-être juste ça. Et quand on lit les neurosciences, quand on lit le travail de Catherine Guéguen, c'est ça qu'on perçoit. C'est qu'en fait, il y a quelque chose de magique. Je vous dis, tout passe au vert dès qu'on est dans des relations d'amour, de confiance et de bienveillance. Et de structure, de tenir quand même une relation structurante quand même. Quand on est là-dedans, je veux dire, c'est vrai, moi je cherche absolument pas à convaincre, parce que l'expérimentation a déjà eu lieu, je l'ai vue de mes propres yeux, maintenant je veux juste la partager avec ceux qui ont envie de comprendre mieux pour aider à propager cette démarche. Mais enfin, pas cette démarche, propager cette bonne nouvelle. Non mais c'est vrai, c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, et je terminerai là-dessus. C'est ça qui m'a fait me lever en sortant de Gennevilliers en me disant il pourra se passer ce qui se passera dans ma vie, moi je ne lâcherai pas. Parce qu'il y a une bonne nouvelle, il faut la dire. La bonne nouvelle, c'est qu'on fonctionne en sous-régime. Et on ne connaît pas nos potentiels. Alors, je ne sais pas ce que ça va être le plein potentiel humain. Ce sera peut-être pas beaucoup plus que Gennevilliers. Mais déjà, si c'est ça, on va peut-être pouvoir avoir beaucoup plus de matière, d'intelligence humaine pour changer les choses. Je ne sais pas ce que ça va donner. Mais je n'ai pas le droit d'abandonner. Et je cherche à convaincre personne. Moi, je l'ai déjà vu. Et je veux juste partager ça avec les gens qui ont envie de comprendre un petit peu. Et je vous assure que ce n'est pas magique. La seule magie dans tout ça, c'est d'un seul coup de croire à la force de la foi et de l'amour qu'on a en l'autre, quoi. Et ça, c'est extrêmement puissant. Et là, c'est même pas moi qui le dis, c'est les neurosciences. Quand on lit des bouquins de neurosciences ou quand on regarde des conférences de neurosciences cognitives affectives, c'est ce que ça dit. Pas aussi clairement, mais c'est ce que ça dit. Et ça, c'est extraordinaire.